Merci de nous recevoir chez vous à cette émission constituée Carol Wikinews, qui est ce programme, ce magazine d'information panafricaine. Une émission à travers laquelle on vous parle de tous nos pays et surtout un peu du côté positif, parce que dans nos pays, il n'y a pas que du négatif. Il y a du négatif, certes, mais il y a beaucoup de choses positives qui se font. On sera beaucoup concentré sur le CIO qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec de nombreuses personnalités, des chefs d'État, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On ira au Togo. Au Togo, où on a un événement triste, la perte pour le peuple togolais d'un des très hauts magistrats, le président de la Cour constitutionnelle de la République togolaise. On ira dans d'autres pays, comme ça, on ira faire un tour dans nombreux pays comme le Tchad, on ira au Gabon. Bref, restez face à votre petit écran, vous avez fait le très bon choix pour vous informer de manière un tout petit peu panafricaine. Restez les nôtres. À tout de suite. Tout en vous remerciant d'avoir choisi votre petit écran, votre chaîne de télévision, pour regarder ce panorama de ce que l'Afrique, le monde d'ailleurs, a comme information, mais toujours d'information, parce qu'il est quand même important de donner du rêve aux téléspectateurs, que les téléspectateurs ne soient plus uniquement noyés dans des informations qui attristent. Nous allons du côté de la Turquie. La Turquie qui a vécu un moment exceptionnel. C'était à l'occasion de l'investiture du président turc, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde, qui ont marqué de leur présence à cette double célébration, à savoir l'investiture et surtout le centenaire de la fondation turque. Reportage. Le président turc, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, a prêté serment ce samedi 3 juin 2023 à Ankara, entamant son troisième mandat de président pour 5 ans, après avoir également été 3 fois Premier ministre. En ma qualité de président, je jure de protéger l'existence et l'indépendance de l'État, l'intégrité de la patrie, la souveraineté inconditionnelle de la nation, l'État de droit, ainsi que le principe d'une république laïque, telle qu'elle a été conçue par Atatürk, le père de la nation. C'est par ces mots que le président réélu de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, a prêté serment samedi 3 juin 2023 à Ankara, la capitale de la Turquie, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde, ayant assisté à la cérémonie qui coïncide avec le centenaire de la fondation de la République turque. La particularité de cet événement tient à la fois au nombre et à la qualité des invités, à sa valeur symbolique ainsi qu'à la réussite de son organisation. L'instant a été une solennité indéniable dans la salle d'exposition du complexe présidentiel où les Turcs ont fait le déplacement pour vivre l'événement qui a mobilisé l'attention nationale. Le président de la République de Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, après sa prestation de serment, a prononcé un discours important d'investiture dans lequel il a invité le peuple turc à l'unité afin que son action puisse continuer le couronnement de l'œuvre amorcée, laquelle reste à parachever pour le plus grand bien du peuple turc. C'est un artiste ivoirien dont j'ai retenu souvent une phrase qui disait que quand il y a des élections présidentielles, les candidats s'évertuent toujours à faire des promesses vaines. Certains vous disent, par exemple, qu'ils vont peindre le ciel, des trucs de ce genre. Ça m'a souvent fait rigoler, mais c'est évident. Quand on voit un chef d'État qui a une vision et qui, pendant sa campagne électorale, promet de faire certaines choses et qu'il le réalise, ça mérite son pesant d'or. Nous allons tout de suite au Gabon. Au Gabon, pourquoi? Parce que le président Ali Bongo a une vision. Et cette vision, au jour le jour et au fur et à mesure du temps, il la concrétise. À savoir déjà le fait d'avoir décidé plus d'importation des grumes de bois, de créer sur place la transformation et des visions de transformer, de faire repousser la mer. On l'a vu avec la baie des Rois. Et surtout quand on sait que ce chef d'État disait des choses qu'il réalise au fur et à mesure, on peut tout simplement être heureux, être content
de savoir ce que font nos chefs d'État et surtout de les mettre en exergue. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a visité l'usine d'industrialisation de la filière bois au Gabon. Une transformation de bois issue des forêts gabonaises. Le président Ali Bongo Ondimba l'avait promis. Il l'a réalisé pour le bonheur du Gabon, des Gabonais et aussi de l'Afrique. Des pays frontaliers qui pourront se fournir directement du bois de très bonne qualité en produits finis au Gabon. Reportage. La zone d'investissement spéciale d'Uncock est la principale plateforme d'industrialisation de la filière bois au Gabon. Elle vient de se doter d'une nouvelle unité de transformation de bois issue des forêts gabonaises. Le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a visité cette nouvelle unité de transformation de Chantec Group, qui se positionne comme l'une des plus grandes usines de contreplaqué du continent. C'est un très grand honneur pour nous d'avoir reçu le président à Chantec Group en ce jour. C'est un grand plaisir qu'il puisse venir voir à quel point il permet à la jeunesse gabonaise de visualiser un futur un peu plus stable par rapport à sa bonne initiative d'avoir mis sur place la zone économique d'Uncock. Cette unité de transformation et de traitement de la matière première est construite sur une superficie de 10 hectares. Elle a été mise en marche en février 2023 avec une capacité de transformation de 1500 mètres cubes de grue. Nous faisons précisément dans la fabrication du contreplaqué et aussi dans le plaquage. Nous insistons plus dans la fabrication du contreplaqué parce que c'est le plaquage que nous produisons qui nous permet de produire le contreplaqué que nous allons exporter. Le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, impulse une nouvelle dynamique qui permet à de nombreux investisseurs étrangers de venir s'installer au Gabon, ainsi que l'industrialisation du secteur bois qui a donné un coup d'accélérateur à l'économie gabonaise. Eh oui, ça fait plaisir de voir ce que le président Ali Bongo Ondimba avait promis à son peuple qui se réalise tout doucement avec une véritable approche concrète. Je disais que dans ce programme, il sera énormément rythmé par la Côte d'Ivoire parce que l'événement en vaut la peine. Il s'est tenu à Abidjan le Africa Forum Summit, le Africa Forum CEO 2023. Un forum qui a regroupé des personnalités venues de part et d'autre, des chefs de gouvernement, des chefs d'État. Et là, par exemple, la veille, on va assister à l'arrivée du Premier ministre de la République du Cameroun. Arrivée de M. Joseph Dione Ngouté, Premier ministre de la République du Cameroun, comme je disais tantôt, et une forte délégation camerounaise afin de prendre part à l'édition 2023 du Africa CEO Forum. Des Camerounais dans le domaine de l'économie, des Camerounais dans le domaine du tourisme, comme pour dire qu'on vient prendre part à ce grand sommet, histoire de voir et de vendre la destination Cameroun. Reportage. Accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par Patrick Tachi, son homologue ivoirien, l'ambassadeur de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire, Joseph Dione Ngouté, Premier ministre du Cameroun, est arrivé en Côte d'Ivoire ce dimanche 4 juin 2023. Représentant le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le chef du gouvernement camerounais Joseph Dione Ngouté, qui conduit une forte délégation de 20 entreprises relevant du secteur public et parapublic, prend part à l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum qui se tient du 5 au 6 juin dans la capitale économique ivoirienne. La présence du Cameroun à ce grand forum via le Premier ministre et ses entreprises camerounaises spécialisées dans la production, la transformation ou les services tels que la finance, l'assurance, le transport logistique et les travaux publics constitue une véritable plateforme d'échange et de communication à travers laquelle ils pourront présenter les opportunités et les atouts d'investissement au Cameroun. Cette présence du Cameroun au Africa CEO Forum s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Paul Biya, et des orientations stratégiques qu'il a définies à son gouvernement. Il sera donc question lors de ce grand rendez-vous de promouvoir le Cameroun, un pays d'attractivité où les entreprises privées devraient s'établir pour rentabiliser leur investissement dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Mobilisant plusieurs chefs d'État, une quarantaine de ministres et plus de 1800 participants, Africa CEO Forum, tribune de promotion des opportunités d'investissement, se positionne comme le plus grand rendez-vous continental des chefs d'entreprise. Avec cette arrivée du Premier ministre camerounais, une forte délégation de Camerounais la veille, comme pour prendre déjà leur quartier
à Abidjan. Abidjan, où le forum Africa CEO 2023 a brillé de mille feux. Nous allons quitter un temps soit peu. Je disais que cette émission va être rythmée par ce forum. On parlera de nombreuses choses, mais nous allons un tout petit peu au Tchad. Le Tchad où le président Idriss Déby Itno n'est pas de tout repos. Le président a décidé de rencontrer, d'aller toujours au contact de ses compatriotes et cette fois, il est allé rencontrer ceux du Logone oriental. Le chef de l'État tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno, dans son tour d'horizon national au contact de ses compatriotes, a rencontré les forces vives du Logone oriental, une partie du Tchad. Reportage. Arrivé à midi à Doba, le président de la transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré cet après-midi les forces vives du Logone oriental. Les derniers développements de la transition, la situation politique, sécuritaire et sociale, ainsi que les perspectives de développement étaient au menu des échanges lors de cette rencontre. Compassion, fermeté, promesse d'une sécurité retrouvée et d'un Logone oriental abhorrant les attributs d'une province pétrolière, voilà ce qui peut résumer cette rencontre entre le chef de l'État et les forces vives de la province. Rencontre qui a regroupé les responsables civils et militaires, chefs traditionnels et religieux, représentants de toutes les couches sociales de la population. Venus nombreux écouter le message du chef de l'État. À la suite du gouverneur Ahmad Bari Dazine, qui a dressé le tableau de la situation de la province, le président de la transition, président de la République du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a pris la parole. Ses premiers mots ont été ceux de compassion et de ferme condamnation des actes qu'il qualifie d'inhumains, barbares et abjects, dont les populations des départements de la Niapende et des monts de Lam ont été victimes. Qualifier les événements malheureux du Logone oriental de conflits agriculteurs et éleveurs, c'est porter atteinte à l'auguste mémoire des victimes, dira-t-il, soulignant que derrière ces actes d'un autre genre se cachent des forces du mal qui ont juste pour ambition de replonger le Tchad dans l'abîme. Ces forces du mal, a ajouté le président de la République, ont agi pour créer des psychoses aux fins de provoquer des fractures régionalistes, religieuses et communautaristes. Des divisions qu'ils entendent installer et exploiter pour assouvir leurs désirs inavoués. Tout en s'inclinant devant la mémoire des victimes, le président de transition, le président de la République du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est félicité de la lucidité traduite par le comportement digne et fier de ses frères et sœurs du Logone oriental qui n'ont pas répondu aux sirènes du malheur. Retour à l'ordre et à la moralité. Oui, mais le président de transition veut plus, afin que de telles situations ne se reproduisent plus. Dans la foulée, il annonce une batterie de mesures pour renforcer aussi bien la sécurité que le développement local. Aussi, une zone d'opération est créée et le contrôle aux frontières nationales est renforcé. Une enquête administrative est ouverte à l'effet de déterminer les défaillances de l'administration. Tous les commandants de brigade seront remplacés par les éléments du corps de la police judiciaire et tous les présumés coupables et leurs complices seront traduits en justice, a annoncé le président de la République. Déplorant le retard en matière de développement de la province et l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base doublée du manque d'opportunités et de perspectives pour les jeunes, le président de la République s'est voulu pragmatique. Le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers, pour lui, est à redynamiser en y intégrant des jeunes et des femmes. Les travaux de bitumage de 15 km de voirie urbaine sont entrés dans leur phase d'opérationnalisation avec le lancement officiel des travaux ce jour. Une célérité similaire sera faite pour le projet de construction de l'aéroport dont le marché est déjà attribué et le paiement d'avance en cours, annonce le chef de l'État. Les ponts sur le Logone à Bebokoum, sur la Pendé et à l'entrée de Gorée, l'aménagement des pistes rurales et l'électrification de la ville de Doba à travers le raccordement de la centrale électrique de Komé font partie des annonces accueillies avec une grande joie. À cela s'ajoute la construction des lycées, des écoles, des bureaux administratifs et des hôpitaux de district. Une nouvelle page prometteuse s'ouvre ainsi, promet le président de la transition, président de la République du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui exhorte ses concitoyens du Logone oriental à l'attente, à l'unité, à transcender leurs différends et à concourir à la refondation du pays. C'est parce que nous avons toujours écouté les uns et les autres se dire que font nos chefs d'État, que font nos présidents de la République.
Et on avait décidé dans ce magazine de vous montrer désormais qu'est-ce qu'ils font. Et que vous arrivez à vous imaginer qu'est-ce que c'est difficile d'être président de la République. C'est un travail monstrueux, c'est un travail d'Hercule, de recevoir des gens, d'écouter les uns et les autres, de recevoir des personnalités, de veiller sur tout son peuple, de veiller à tout et d'avoir en dernier ressort sa vie de famille. C'est vraiment difficile. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour parler enfin de ce Africa CEO Forum. Un forum qui a connu un franc succès. La Côte d'Ivoire a abrité par la capitale économique Abidjan le Africa Forum CEO 2023 qui s'est tenu ici à Abidjan et présidé par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. En marge de ce CEO, qui n'a pas été de tout repos pour le chef de l'État, il a reçu des premiers ministres, des personnalités du monde de l'économie internationale. L'équipe commando de CNN, dirigée par Ousmane Coulibaly, a investi les lieux et vous rapporte ce qui a été l'événement qui a marqué la semaine écoulée en Côte d'Ivoire. Tout commence dès le dimanche 4 juin par l'arrivée des personnalités parmi lesquelles le Premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté, le Premier ministre gabonais, tous à la tête de fortes délégations des acteurs économiques de leurs pays respectifs. Le lundi 5 juin 2023 à Abidjan, en marge du forum, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience M. Patrice Emery Trovaoda, Premier ministre de Sao Tomé et Principe. C'était tout d'abord saluer le président, que je connais depuis quelques années, le féliciter pour l'organisation du forum. Je crois que le forum CEO Africa, c'est devenu un incontournable pour la promotion et les échanges, et aussi parler de certaines questions qui ont trait à nos relations bilatérales. Voilà, c'est l'essentiel de cet entretien. Ensuite, M. Marta Diop, directeur général de la Société financière internationale. Notre programme ici a augmenté de manière significative. Donc c'était vraiment pour rendre compte au chef de l'État des progrès que nous avons réalisés au cours de l'année passée et donner un peu une idée d'investissement que nous avons discuté avec le secteur privé et les ministres du gouvernement. Puis ce fut au tour de M. Abebe Amero Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, FMI. IMF is supporting Côte d'Ivoire through a program which we just approved, the largest program in sub-Saharan Africa that we have with Côte d'Ivoire at the moment. And the program is intended to support reforms, including more revenue mobilization, including addressing structural impediments to growth. And President Ouattara and I just discussed how important it is going to be to implement this program to ensure that not just Côte d'Ivoire but the whole region remains as stable and prosperous as it has been in the last few years. Et enfin, M. Adao Francisco Correa de Almeida, ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République de l'Angola, émissaire de son Excellence, M. João Lourenço. I wrote a personal letter to President Ouattara, where President Lourenço says how important is the relationship between Angola and Côte d'Ivoire, and also the interest of visiting. President Lourenço is preparing a state visit invited by President Ouattara this year, and we are very interested in the relationships between our two countries. C'est alors qu'après tous ces entretiens que les portes du Africa CEO Forum 2023, le plus grand rassemblement annuel du secteur privé en Afrique, se sont ouvertes. L'événement présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, rassemble un peu plus de 2000 participants, dont les principaux acteurs économiques du continent ainsi que les chefs d'État et ministres de plusieurs pays. Ils sont conviés à échanger sur l'émergence de la nouvelle génération des champions africains. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des plus grands hubs économiques du continent. C'est une économie résolument engagée dans l'émergence, dans la diversification et qui a désormais au cœur de sa stratégie le secteur privé. Il a contribué à plus de 75% au doublement du PIB au cours des 10 dernières années. C'est une performance admirable qui mérite d'être saluée et c'est tout l'ADN du forum. Nous avons identifié à peu près 300 entreprises sur le continent qui font plus d'1 milliard de dollars. Et ces données mettent en évidence deux choses. La première, c'est le retard que nous avons par rapport à certaines régions émergentes. Le Mercosur notamment, l'ASEAN, qui ont proportionnellement le double
d'entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires que sur notre continent. Et la deuxième chose, c'est le trop faible rythme de croissance. Sur les 5 dernières années, le nombre d'entreprises de plus d'1 milliard de dollars en Afrique est resté globalement stable. Il y a même des statistiques qui laisseraient à penser qu'elle a légèrement décliné. Alors, comment accroître le nombre de nos champions nationaux? Comment faire de certains d'entre eux des acteurs de classe mondiale? L'ouverture solennelle de cette rencontre, qui vise à assurer au continent les moyens de sa souveraineté économique et à permettre l'émergence de nouveaux champions africains, a été donnée par M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien. Réussir malgré les crises de 300 à 3000, ces défis imposent de toujours voir plus loin et plus grand, de mieux anticiper et mieux s'ajuster, d'agir plus résolument, plus efficacement, de façon plus concertée, afin d'infléchir l'histoire en notre faveur et pour nos générations futures. Alors, l'histoire sera généreuse avec nous, car nous l'aurons activement écrite. Au-delà des crises et mutations, nous faisons face à un autre défi de taille, l'extrême jeunesse de notre population. Cela peut être notre plus gros actif si nous y investissons, mais aussi notre plus gros passif dans un monde où les opportunités et les menaces de tout genre existent. En effet, selon les tendances actuelles, la population africaine doublera pour atteindre 2,8 milliards en 2050, avec plus de 2 tiers ayant moins de 35 ans. Nous n'avons guère le choix que de mettre tout en œuvre si nous tenons à les rendre les plus productifs possibles, tout en évitant la fuite des cerveaux. Mesdames, Messieurs, confronter ces défis nous ramène à 2 autres questions stratégiques. La première est la question de l'identification des sources sectorielles prioritaires de la transformation économique et de l'intégration dans les chaînes des valeurs mondiales. La seconde nous ramène au thème de notre forum, à savoir comment identifier, faciliter l'éclosion, promouvoir et faire grandir ces leaders économiques, ces champions nationaux africains, potentiellement d'envergure internationale et nécessaires à notre émergence. Il n'y a pas 1000 réponses à ces questions. C'est l'État qui devra s'inviter au rendez-vous de ces grandes mutations de l'histoire. C'est l'État, en partenariat étroit et structuré avec le secteur privé, qui devront co-gérer cette transformation. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois. C'est aussi le prérequis pour que nous puissions favoriser les innovations et rendre possible l'absorption des nouvelles technologies dans les partenariats plus équilibrés avec les investisseurs étrangers, indispensables à notre transformation et à notre développement. C'est sur ces mots d'ambition, d'engagement et d'espoir que je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, déclarer ouverts les travaux de la 9e édition de l'Africa CEO Forum, que je souhaite enrichissant et fructueux. Face aux différentes crises économiques, politiques et sociales qui déciment l'univers mondial et celui du continent africain en particulier, l'Africa CEO Forum se veut pour noble mission de contribuer à créer les conditions favorables à l'émergence d'une nouvelle génération de champions continentaux, à même de s'imposer dans l'économie mondiale. Elle sait pouvoir compter sur les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes africains qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois, indispensables de la puissance publique pour relever ce grand défi. Lors de cette édition 2023, les participants de l'Africa CEO Forum, internationaux, des dirigeants de multinationales, des chefs d'État, des ministres et des représentants des institutions financières, à travers des panels, groupes de travail thématiques, études de cas, témoignages et ateliers publics-privés, ont abordé des sujets clés pour l'avènement d'une Afrique souveraine et compétitive. Les secteurs porteurs qui sont les vecteurs de la croissance future. Je citerai en premier lieu les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. On ne peut pas être mieux placé que la Côte d'Ivoire pour parler de ces secteurs. L'Afrique, à ce jour, est le seul continent
qui n'a pas connu sa révolution verte. Je répète, l'Afrique, à ce jour, est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Pour y remédier, il est nécessaire d'avoir une action forte et combinée des partenaires au développement pour susciter et encourager la création de nouvelles chaînes de valeur agricoles pérennes et compétitives à l'international. Des solutions innovantes ont également été données pour permettre au continent africain de transformer les crises en opportunités. La Côte d'Ivoire marche aujourd'hui à pas de géant. Demain, j'en suis convaincu, elle va encore accélérer grâce à votre audace, votre engagement, vos investissements. Mesdames et messieurs les investisseurs, rejoignez-nous. Oui, venez avec nous faire de notre Côte d'Ivoire cette patrie de l'hospitalité, une terre de modernité, de créativité, une terre de prospérité et de solidarité. Cette 9e édition 2023 était aussi un moment de rencontre, d'échanges B2B et de détente entre les participants, meublés par des prestations culturelles diversifiées. L'édition 2023 de l'Africa CEO Forum a aussi célébré le dynamisme de certains chefs d'entreprise et pourvoyeurs d'emplois du continent à travers des récompenses d'ordre divers, parmi lesquelles le prix du CEO on the Air, qui a été attribué à Madame Delphine Traoré, CEO de Alliance, qui n'a d'ailleurs pas manqué de dire toute sa reconnaissance au Africa CEO Forum. First of all, thank you to the Africa CEO Forum and to Jeune Afrique for this honor. Les assises qui se sont achevées le 6 juin 2023 vont davantage permettre aux différents participants de trouver les voies et moyens pour redonner au continent africain toute sa souveraineté, tant sur le plan socio-politique que sur le plan économique. Les impressions du Premier ministre gabonais au micro de CNN Télévision. La recette tient en 3 éléments précis. Il faut de l'investissement, il faut des marchés et il faut de la formation. La formation, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas avoir de champions si on n'a pas de ressources humaines qualifiées. Si les entreprises n'ont pas de financement, elles ne pourront pas y parvenir et il faut surtout garantir les marchés. Voilà 3 éléments fondamentaux pour les champions d'Afrique. Développer davantage nos infrastructures, notamment de communication, les routes, les ports, les trains, les chemins de fer. C'est cela qui nous manque aujourd'hui et sur lesquels nous travaillons ardemment. On a besoin de financement, de partenaires pour nous accompagner sur ces infrastructures. Une politique volontariste du chef d'État Bongo Ondimba, faire du Gabon un champion dans ce domaine et lui-même des champions mondiaux dans ce domaine. Les défis sont importants, autant la communauté internationale a bien compris, a bien intégré cela. Il nous faut maintenant le partager avec la communauté nationale parce que les populations ont besoin d'utiliser leurs forêts pour leur activité quotidienne. Parfois c'est difficile et nous continuons à expliquer le besoin de préserver pour la planète. Les équipes de reportage de la télévision CNN ont recueilli pour vous quelques impressions de ce grand rendez-vous du Africa CEO Forum. We're very happy to be at this great event. CEO Africa is a prominent gathering for very inspiring leaders, whether they are CEO of private companies or head of governments or business partners and associates and media like yourself. We were very happy and proud to be a sponsor. We got a chance to speak with partners, with government authorities, with media. Je suis fier des résultats que j'ai pu obtenir parce que nous avons conclu 3 importants projets. Donc, 2 d'investissement, 1 projet dans le domaine de la formation. Donc, je pense que le forum est une opportunité pour l'Afrique. C'est un cadre agréable, c'est un cadre professionnel, c'est un cadre convivial où les Africains sont appelés à se rencontrer avec leurs pairs du reste du monde pour faire les affaires. Maurice, c'est un plateforme financier et pour nous c'est aussi de regarder comment on peut s'accroître les entrepreneurs, les entreprises mauriciennes de venir investir en Afrique, mais aussi avoir des multinationales qui pourront venir à Maurice, s'implanter, avoir leur structure, mais aussi aller vers l'Afrique. Nous pensons qu'au niveau africain, c'est parmi les événements les plus importants qui regroupent pour tous les CEO. Et de toutes les manières, nous ne sommes pas déçus. Nous avons rencontré beaucoup de nos collègues, beaucoup d'investisseurs potentiels.
et je crois que nos objectifs sont atteints. On est très heureux de participer au Africa CEO Forum cette année. C'est pour nous l'opportunité de connaître les projets sur lesquels le continent africain devait investir. Rendez-vous à la prochaine édition. Nous allons au Togo pour la note triste qui a touché le monde de la haute magistrature africaine. Un des leurs, le Togolais, président de la Cour constitutionnelle togolaise, est parti. Un hommage national a été rendu au président de la Cour constitutionnelle de la République togolaise, El Hadj Aboudou Assouma, en présence du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essossimba Gnassingbé, et de nombreuses personnalités, ainsi qu'une délégation de la Cour constitutionnelle gabonaise, conduite par son président, Madame Marie-Madeleine Boranzo, comme pour apporter le soutien de la grande famille de la magistrature, la grande famille des magistrats des pays francophones à cet événement douloureux à tout point de vue. Reportage. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essossimba Gnassingbé, a présidé ce lundi 5 juin 2023 la cérémonie d'hommage national au président de la Cour constitutionnelle togolaise, El Hadj Aboudou Assouma, rappelé à Dieu le 26 mai dernier. À son arrivée à la place des fêtes de la présidence de la République du Togo, son Excellence Faure Essossimba Gnassingbé, exécution de l'hymne national, revue des troupes, salutations d'usage et prise de parole de l'imam. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. El Hadj Aboudou Assouma fait partie des grandes figures de la magistrature du Togo. Les présidents des hautes institutions de juridiction de l'Afrique francophone ainsi qu'une délégation de la Cour constitutionnelle gabonaise, conduite par son président, Madame Marie-Madeleine Boranzo, a apporté son soutien à la grande famille de la magistrature togolaise, à la famille biologique et au peuple togolais. Un moment d'émotion particulier à l'écoute de la famille consternée. Papa, nous ne pouvons te dire au revoir sans évoquer ce père que tu as été pour nous, un papa dévoué à sa famille, guidé par cet amour inconditionnel que tu portais à chacun d'entre nous, un papa bienveillant qui savait nous faire rire aux éclats, un papa sensible, tendre et d'une grande générosité dont la porte a toujours été ouverte et la main toujours tendue vers ton prochain. Un papa patient, d'une grande douceur. Un papa qui parlait peu, mais dont les sages conseils resteront gravés en nous. Le regretté a arpenté les arcanes de la justice togolaise depuis son entrée à la magistrature en 1977. S'agissant de son parcours à la haute juridiction, il a d'abord essayé de donner la plénitude à l'institution, c'est-à-dire la vocation de respecter le droit, mettre le droit au-dessus de tout. Il a su marquer de son empreinte plusieurs institutions de la République, notamment la Cour constitutionnelle du pays, depuis sa nomination en 2007, avec des innovations majeures. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, une grande figure, un monument du paysage institutionnel de notre pays s'est éteint, s'est écroulé, nous léguant un héritage immense. Comment évoquer la disparition de Aboudou Assouma sans dévoiler brièvement quelques pans de sa vie? Mais parler de la vie et de la contribution du président Assouma à l'état de droit et à la démocratie togolaise, en peu de mots, est une gageure, tant elle était dense. Aboudou Assouma était un grand magistrat, dont le magistère a été tout aussi magistral. Après avoir obtenu son diplôme à l'école de la magistrature de Paris, Aboudou Assouma a entièrement consacré ses années à la vie au service de l'État.
à différentes fonctions et à des responsabilités toujours plus élevées. Juge d'instruction au tribunal de Lomé, premier substitut du procureur de la République, procureur de la République. Après la conférence nationale, il fut ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des forces armées togolaises dans le gouvernement de transition. Puis, retourna tout naturellement et humblement à ses fonctions juridictionnelles et à la défense des droits de l'homme, respectivement en qualité de procureur général près la Cour d'appel du Togo, président de la Commission nationale des droits de l'homme, conseiller à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, juge à la Cour constitutionnelle du Togo, président de la Cour constitutionnelle du Togo de 2007 à son décès au mois de mai dernier. C'est à raison que le peuple togolais lui a rendu ce vibrant hommage pour saluer sa mémoire et lui exprimer la reconnaissance de toute la nation togolaise pour sa contribution à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie et bien d'autres services rendus à la nation. C'était un président qui ne divorçait pas le spirituel du temporel. Il était un homme politique, mais en même temps religieux. L'Union musulmane du Togo ne pourra jamais oublier la mémoire et la contribution que le feu Aboudou Assouma a fait. Le feu Aboudou Assouma a inspiré plus d'un dans sa carrière. Ses collaborateurs de la Cour constitutionnelle se rappellent d'un président accessible, toujours à l'écoute et prêt à partager ses expériences. Dans les moments difficiles, dans les moments électoraux, il sait nous apaiser. Et quand je parle de paix, ce n'est pas seulement aux membres de la Cour, mais à tous les justiciables, à tous ceux qui ont des problèmes qui viennent à la Cour. Il nous dit même quelquefois, recevez ces messieurs-là, ces dames-là avec moi. Mais nous l'abandonnons. Et il peut recevoir du matin de 10h jusqu'au soir 20h, 21h pour régler les problèmes. Et en dehors de ça, nous tous nous connaissons très bien, quand on parle d'humanisme, c'est le bien, le beau, le vrai, le juste. Ce monsieur rassemble toutes ces qualités. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin parle de son collègue, membre de leur association. Ce n'est pas le Togo qui pleure un magistrat. C'est toute l'Afrique du droit. Le doyen Assouma a été, pour nous, au sein de notre creuset, l'Association africaine des hautes juridictions francophones, un magistrat comme tous les pays auraient souhaité en avoir. Ce fut un talent. C'est une personnalité forte dont la mémoire restera jamais gravée dans les annales de notre association. Tellement il nous aura apporté en termes de sagesse, en termes d'expertise, en termes de la culture du droit. À 78 ans, dont 56 ans au service de l'État togolais, ce père de 4 enfants, son mandat de président de la Cour constitutionnelle prenait fin en 2025. Que l'âme du président de la Cour constitutionnelle togolaise repose en paix. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour voir les activités du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Meïlet Koné. Le vice-président Tiemoko Meïlet Koné a reçu en audience la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ensemble, ils ont évoqué le bilan de certaines activités. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Meïlet Koné, et son hôte ont évoqué le bilan de nombreuses activités. Reportage. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlet Koné, s'est entretenu ce mardi 6 juin 2023 au palais de la présidence de la République avec la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Madame Inger Anderson. Madame Inger Anderson a indiqué être venue présenter au vice-président de la République les résultats des travaux menés à l'occasion de la célébration officielle du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement qui s'est tenue le 5 juin 2023 sur le thème de la pollution plastique ainsi que les prochains chantiers du PNUD. Hier, nous avons eu l'opportunité d'avoir la Journée mondiale de l'environnement avec les buts de lutter contre la pollution plastique. Et nous sommes très heureux que la Côte d'Ivoire s'est engagée à être l'hôte global de cette journée. Et nous avons eu une opportunité excellente de briefer messieurs les vice-présidents sur les résultats de la journée et les travaux qu'on va faire d'ici au futur.
En ce moment, le monde est engagé dans des négociations pour arrêter la pollution plastique. Et d'après les échanges qu'on avait eus aujourd'hui avec messieurs les vice-présidents, on est sûr que la Côte d'Ivoire va garder son leadership, non pas uniquement dans son pays, mais aussi au niveau régional et mondial pour aboutir à cet accord. Il est à noter que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis, a pris part à cet entretien. Nous allons au Sénégal pour parler du Sénégal autrement. Ça a été le vœu pour ce magazine, pour cette édition de toute l'équipe de rédaction de CNN. Ils ont décidé qu'on parle du Sénégal autrement et non du Sénégal qu'on a vécu ces derniers jours. Et on va parler du Sénégal dans sa vraie posture, un Sénégal attractif, un Sénégal qui donne envie à tous d'y venir, surtout à l'approche de l'été pour ceux qui viennent du Nord, c'est-à-dire pour les Européens qui doivent prendre d'assaut ce pays paisible, ce pays calme. Il faut le retenir pour ceux qui sont très très éloignés, comme nos correspondants d'Australie ou encore du Canada. Le Sénégal est un État d'Afrique de l'Ouest, bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord-est et le Mali à l'est et au sud-est. La Guinée au sud-est et la Guinée-Bissau au sud-sud-ouest. Le pays doit son nom au fleuve qui le borde à l'est et au nord et qui prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Depuis le 2 avril 2012, le président de la République du Sénégal est Macky Sall. S'étendant sur une surface de 196 712 km², le Sénégal dispose d'une importante façade maritime, comme vous voyez, avec des très très belles plages. Les séries cénozoïques sont plus largement représentées à l'affleurement, exposées dans les falaises, à la presqu'île du Cap-Vert et aussi dans la falaise de l'ouest et au sud-est de Thiès, une des villes du Sénégal, et marginalement dans le Ciné, où elles sont surtout connues en puits. Les plus beaux effleurements se localisent à la marge passive atlantique. Le fleuve sénégalais est long de 1750 km. Il prend d'ailleurs sa source en République de Guinée, à 700 mètres d'altitude, et sert de frontière entre le Mali et la Mauritanie, avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis. Le Sénégal est également le pays qui en partie est traversé par le fleuve Gambie. Dans l'objectif d'améliorer les traitements de déchets, le président Macky Sall, un président qui a posé des actes positifs pour son pays, le Sénégal, et une fierté de l'Afrique, a lancé en 2020 les Cleaning Days, à savoir des journées mensuelles de nettoyage de la ville de Dakar. Les parcs et réserves naturelles représentent 8% du territoire sénégalais, un endroit où les touristes peuvent continuer, même pour cet été 2023, à y aller séjourner et vivre et découvrir. Ils jouent un rôle majeur dans la préservation de l'environnement et contribuent de manière significative à l'essor touristique, ces parcs et réserves. Dans ces aires protégées, on dénombre au total 169 espèces de mammifères et 540 espèces d'oiseaux protégés. Le Sénégal compte 6 parcs nationaux. Le pays compte également une trentaine de réserves naturelles de plus petite taille, car les moyens de transport restent souvent traditionnels à l'intérieur du pays. Mais le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a fait des gros efforts au niveau des équipements, de la constitution du réseau autoroutier de plusieurs centaines de kilomètres. Et il n'en est pas de reste pour la ville de Dakar. La ville de Dakar qui a un embellissement sans pareil. Quand on regarde par exemple la Maison des Nations Unies, Dakar s'y prête à tout, à un tourisme inégalé. C'est tout simplement pour nous l'occasion, ici, de remercier encore les prouesses du président Macky Sall, que Dieu aidera à mieux comprendre comment pouvoir continuer à diriger son peuple, à savoir le peuple frère du Sénégal. Nous allons, juste après vous avoir parlé du Sénégal, et surtout vous faire ce petit panorama en images de ce beau pays, de cette belle ville accueillante et touristique à souhait. Nous allons parler du Conseil des ministres, traditionnel Conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, dans le quartier administratif du plateau. Pour ceux qui étaient présents lors du Africa CEO Forum, ils ont eu l'occasion d'admirer la beauté d'Abidjan, comme vous apercevez, une beauté qui porte la touche aujourd'hui du président Alassane Ouattara dans l'innovation, avec des bases solides
qui porte la griffe du président Félix Houphouët-Boigny. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est tenu le mercredi 7 juin 2023 au palais présidentiel, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. À ce Conseil des ministres, il a été question des projets de loi, des projets de décret, des mesures individuelles au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, la diaspora, au titre des communications et des divers. Un Conseil des ministres dont le reportage vous est offert grâce à la présence depuis le palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire de toute l'équipe de reportage de CNN. Ce mercredi 7 juin 2023, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'extradition. Ce texte prévoit, suivant les principes fondamentaux des droits de l'homme et de la personne humaine, les différentes étapes de la procédure lorsque l'extradition est requise par un État, selon la voie ordinaire ou en cas d'urgence. Il spécifie en outre les acteurs judiciaires et ceux non judiciaires qui interviennent au cours des différents types d'extradition, précise leurs compétences respectives et identifie les décisions susceptibles d'être prises ainsi que les modalités de leur annulation. Outre ce projet de loi, plusieurs projets de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret numéro 2013/329 du 22 mai 2013. Ce décret vise à mettre en place un dispositif de contrôle des denrées alimentaires en cohérence avec les standards internationaux, et cela dans le but de couvrir tous les secteurs de la chaîne alimentaire. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté un décret portant réglementation des activités de boulangerie. Ce décret détermine, dans cette perspective, les conditions techniques de construction et d'aménagement d'une boulangerie, ainsi que les conditions spécifiques d'ouverture et d'extension des activités de boulangerie. Il précise les différentes spécifications techniques relatives à la qualité du pain et définit les mesures d'hygiène qui pèsent sur les professionnels du secteur, notamment ceux intervenant dans la vente et la distribution des produits de boulangerie. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Office du service civique national. Ce décret porte sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'Office du service civique national, en abrégé OSCN. Ce décret intervient en prélude à la construction et à l'équipement de nouveaux centres de service civique pour un coût estimé à 21 milliards de francs CFA. Ces nouveaux investissements devraient permettre de prendre en charge 60 000 jeunes à l'horizon 2025. Le porte-parole du gouvernement répond à la question d'un journaliste relative à la conférence de presse annoncée par le PPACI sur l'augmentation du prix de l'électricité dans les prochains jours. Le secteur de l'électricité, c'est vrai, il est déséquilibré, mais l'État fait tout pour le moment pour que les Ivoiriens n'aient pas à subir donc de grands contre-coups. Et l'État continuera de le faire. Beaucoup de pays autour de nous ont déjà réajusté leurs tarifs. Et nous-mêmes, si vous vous souvenez, en 2015, nous avons dû procéder à un réajustement tarifaire. Si ce réajustement s'impose à nous, nous le ferons et nous l'assumerons. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'État est capable de fourberie et que c'est eux qui ont des scoops, qui vont annoncer des choses. Nous sommes dans un État qui s'assume.
nous sommes dans un État qui sait prendre les décisions qu'il faut dans l'intérêt de la population. Le prochain Conseil de ministres se tiendra le mercredi 14 juin 2023 à Abidjan. Voilà, en compte rendu les feuilles de route octroyées au ministre du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, cette république présidée par le président Alassane Ouattara. C'est l'heure du grand format. Dans ce grand format, tout en vous rappelant que nous avons le 8 juillet accordé 8 heures spécifiques de programme à un grand homme, un grand fils d'Afrique qui est parti le 8 juin 2009, à savoir son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba. Une des grandes figures de la politique gabonaise, décédée lui aussi il y a 2 ans, et qui fut en son temps Premier ministre du gouvernement gabonais, Premier ministre du président El Hadj Omar Bongo Ondimba, a été celui pour qui nous avons décidé un tout petit peu d'octroyer cet espace grand format. Monsieur Casimir Oyemba, né le 20 avril 1942, a été, après des études à la Sorbonne à Paris, ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, puis ministre et Premier ministre du gouvernement gabonais. Casimir Oyemba a quitté ce monde le 16 septembre dans un hôpital parisien. Il aura été une figure marquante de la politique gabonaise et de la sous-région. Un grand fait marquant en 2009, alors qu'il avait battu campagne pour la magistrature suprême de son pays, le Gabon, en tant que candidat, le matin même, à la surprise générale, il annonçait son retrait de la course. Son franc-parler proverbial n'était pas sans limite et le distinguait des autres politiques gabonais. Il était intellectuellement exigeant et d'une étonnante modération. Casimir Oyemba, pendant 12 ans, sa signature apparut sur les billets de banque ayant cours légal dans toute la zone CEMAC. À la jeunesse de son pays, Casimir Oyemba essayait d'inculquer cette idée selon laquelle on pouvait réussir grâce à l'école républicaine et au travail. C'est d'ailleurs à l'école qu'il avait rencontré une autre figure marquante de la politique gabonaise, M. Michel Essonguet. Cet ancien directeur de cabinet, confident et plume d'Omar Bongo, aujourd'hui conseiller spécial d'Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais. Et tous deux, Casimir Oyemba et Michel Essonguet, étaient devenus de bons camarades, et ce, depuis leur premier jour d'école. Ils faisaient partie d'une génération des jeunes extrêmement connectés sur l'actualité politique. C'est ce fils du Gabon qu'on écoutera parler du président Omar Bongo Ondimba. C'est ce fils du Gabon qu'on écoutera dans un instant dans ce grand format parler du président de la République gabonaise, dont je vous ai dit que cette semaine lui est pratiquement consacrée sur notre chaîne de télévision, parce qu'il est parti de ce monde le 8 juin 2009. Casimir Oyemba, dans ce grand format, parle du président Omar Bongo Ondimba. De quelques anecdotes, nous livre d'ailleurs quelques anecdotes, parle de leurs relations, comment est-ce qu'ils sont connus, et surtout nous dit des choses que nombreux jeunes Gabonais et Africains ne savent pas et devraient savoir sur nos leaders, en l'occurrence sur le président de la République gabonaise, Omar Bongo Ondimba. C'est l'heure du grand format. Monsieur Casimir Oyemba, vous avez occupé le poste de Premier ministre de la République gabonaise de l'ère Omar Bongo Ondimba. Parlez-nous du président Omar Bongo Ondimba. C'était le chef de mon pays. C'était le président du Gabon. Et à ce titre-là, c'était quelqu'un qui était certes extrêmement attentif à son pouvoir, le président. Je dirais même jaloux de son pouvoir de président. Ce qui était normal. Mais en même temps, je garde de lui le souvenir de quelqu'un qui était ouvert, attentif aux autres. Voilà. Fin psychologue. Très fin psychologue, en ce sens que le président Omar Bongo nous étudiait chacun individuellement. Et essayait, je suppose, de détecter
les points forts de chacun, les qualités de chacun et ses faiblesses. Je peux, ça c'est un jugement personnel, je peux peut-être dire à ce sujet que c'est pas quelqu'un qui essayait de vous amener à changer vos défauts, ok? Mais il les utilisait pour son dessein à lui. Personnellement, je trouve que c'était cet aspect de sa façon de faire. Personnellement, je peux le regretter un peu. Mais, au total, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux gens. C'était quelqu'un d'humain. C'était quelqu'un d'humain. Lorsque vous lui posiez un problème, il essayait d'y trouver une solution, à condition que vous n'exagériez pas, que vous n'alliez pas lui poser des problèmes tous les matins. Mais ça, c'est une question, c'est à chacun de savoir trouver le bon équilibre dans ses rapports avec lui. À titre personnel, je peux aussi me risquer à dire que je le regardais à la fois comme mon chef, bien sûr, mais je pense que j'avais réussi à établir avec lui un peu de relations de grand frère à petit frère. Oui, je peux le dire. Je ne sais pas si c'était le cas avec tous les membres du gouvernement, mais à titre personnel, je peux le dire. Quand je le voyais, je le regardais à la fois comme mon chef et un peu aussi comme un grand frère, parce que je voyais que lui aussi, de son côté, il me regardait à la fois comme un de ses ministres, comme un collaborateur, mais il me regardait aussi un peu, et il me traitait aussi un peu comme un petit frère. Voilà ce que je peux dire à la suite, pour répondre à votre question. Pouvez-vous nous parler de votre première rencontre? Ma première rencontre, la première fois que je vois le président Bongo, j'étais encore étudiant en France, c'était à Paris. Grâce, je peux le dire, à monsieur Gaston Bouka, qui lui non plus n'est plus de ce monde, et qui un jour me signale que le président Bongo était de passage à Paris et que il avait reçu un carton d'invitation pour une réception que le président donnait dans un grand hôtel de Paris dont je ne me souviens plus. Et il m'a suggéré d'aller à ce cocktail avec lui. Je lui ai répondu que moi je ne pouvais pas aller parce que je n'étais pas invité. Moi j'étais un petit étudiant, j'étais un inconnu à l'époque. Il a insisté, Gaston a insisté pour que je l'accompagne. Et effectivement, je l'ai accompagné à ce cocktail sur son insistance, parce que c'était un grand frère que je respectais. Et nous y sommes allés, et lorsque nous arrivons, le président Bongo reçoit donc les invités, et puis Gaston était devant moi, il le salue, tout ça, et puis après, il me l'a présenté, et j'ai vu qu'il me connaissait de nom. Voilà. Quand Gaston m'a présenté au président, c'est un jeune, Casimir Oyemba, tout ça. Il dit, ah oui, c'est lui Oyemba. Donc c'est tout. C'est la première fois de ma vie que je le rencontrais. Quel souvenir gardez-vous du président Omar Bongo Ondimba? Et surtout, que croyez-vous que les Gabonais gardent de l'homme? Comment voyait-il la démocratie? Et comment entretenait-il les relations avec ses collaborateurs dont vous en étiez un? Disons que dans mon travail, je dois dire d'abord que quand je finis mes études et que je rentre au Gabon et que je commence à travailler à la Banque centrale, c'était le président Bongo qui était déjà à la tête du pays. Voilà. Donc j'ai fait toute ma carrière avec lui, et professionnelle et politique. Oui, c'est un long parcours. C'est un long parcours depuis 1969. Jusqu'à sa disparition en 1990, c'est un long parcours. Sur ce parcours, je crois que nous avons fait des choses admirables. Nous avons sans doute commis quelques erreurs.
comme toute œuvre humaine, ça ne peut pas être parfait. Mais dans l'ensemble, je n'ai nullement à rougir de ce que j'ai fait aux côtés du président Omar Bongo, tant dans mes fonctions antérieures à la Banque centrale que dans mes fonctions au gouvernement pendant les 19 ans où j'ai occupé des postes ministériels. Non, je crois honnêtement que nous avons honoré le Gabon. Moi, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, quand les Gabonais pensent à Omar Bongo, qu'ils aient honte d'avoir eu un jour un président qui s'est appelé Omar Bongo. Je n'ai pas cette impression. En tout cas, moi, qui était un de ses collaborateurs, je n'ai pas honte de dire que j'ai été un ministre ou un premier ministre de monsieur le président Omar Bongo. Mais je ne peux pas non plus prétendre que tout ce que nous avons fait était parfait. Non, certainement pas. Certainement pas. Pour ce qui me concerne, quand j'arrive au gouvernement en 1990, bon, le Gabon est dans une situation, disons, un peu difficile. Un peu difficile sur le plan politique, un peu difficile aussi sur le plan économique et financier. Donc, il s'agissait déjà à l'époque de colmater tout ça, de redresser les choses. Ce n'était pas facile tous les jours. Bon, finalement, on a réussi quand même à le faire. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est probablement parce qu'à l'époque, le président Bongo et ses collaborateurs qui étaient au gouvernement à l'époque, bon, on s'est, pour parler un langage simple, on s'est à peu près bien débrouillé, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Non, je veux pas, comment dirais-je, je crois que les historiens qui écriront de manière objective l'histoire du Gabon, lorsque les soubresauts et les clameurs de la politique se seront éloignés, estompés, ce temps finira par venir quand les gens regarderont les choses tranquillement, je dirais. Oui, on reconnaîtra que quand même, nous avons, sur le plan politique, par exemple, changé on a viré la culture du Gabon. Nous étions en parti unique pendant plus d'une vingtaine d'années. Et au sortir de la conférence nationale, il fallait mettre en place le pluralisme politique pour essayer de construire une vraie démocratie. Ce travail dans l'ensemble, ce virage dans l'ensemble, nous l'avons pris à peu près harmonieusement. Aujourd'hui, oui, depuis 1990, nous avons le pluralisme politique. On essaye de construire une démocratie. On fait des avancées. Quelquefois, on marque un peu le pas. Des fois même, il y a quelques reculs. Mais dans l'ensemble, la direction générale, on est obligé de la maintenir. Je vois difficilement, je ne crois plus possible que les Gabonais acceptent aujourd'hui qu'on revienne, par exemple, au monopartisme. Moi, je pense que nous sommes définitivement engagés dans le pluralisme politique avec ses excès. Il y a des excès, il y a des abus. Je vois par exemple, moi je le dis très simplement parce que c'est ce que je pense, hein, nous avons combien, 75, 80 partis politiques au Gabon pour un pays qui fait 1 800 000 habitants, c'est ridicule. La plupart de ces partis, d'ailleurs, ne mènent pas réellement une activité politique. Il y a peut-être, allez, on va dire quoi, soyons généreux, peut-être 15 qui mènent une vraie activité politique. Le reste, bon. Donc, une question vient à mon esprit, et je suis sûr qu'elle doit probablement venir dans l'esprit de beaucoup de Gabonais.
est-ce que vraiment, dans notre pays, on a besoin d'avoir 80, 90 partis politiques? C'est une question. C'est une question. Quand je pose cette question, je ne veux faire injure à personne. Je la pose en tant que Gabonais. Objectivement, je suis sûr que beaucoup de Gabonais aussi se posent cette question. Bon. Donc, nous avons fait ça. Et croyez-moi, ce n'était pas facile de faire ce changement. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, bon, dans l'ensemble, les Gabonais sont satisfaits de voir que quand il y a une élection présidentielle, il n'y a plus un seul candidat. Il y en a plusieurs, peut-être même qu'il y en a un peu trop. Ça aussi, c'est une autre question. Quand il y a des élections de députés, chez moi à Ntoum, avant on disait, c'est le sommet qui disait qu'en Ntoum, c'est M. X qui sera candidat. Personne d'autre ne pouvait l'être. Bon, aujourd'hui, maintenant, dans les circonscriptions, vous avez, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 candidats. Peut-être que là aussi, il y en a peut-être trop, mais enfin, toujours est-il que les gens ont le choix. Ils ont le choix. Et c'est une bonne chose de donner le choix aux gens. Donc, il y a des tas d'autres choses comme ça auxquelles on pourrait penser. Je vous l'ai dit, je le répète, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les Gabonais, quand ils pensent au président Omar Bongo, qu'ils ont honte d'avoir eu un jour un président à la tête de leur pays qui s'appelait Omar Bongo. Donc, moi aussi, en tant qu'un de ses anciens collaborateurs, je n'ai pas honte d'avoir été le collaborateur du président Omar Bongo. Certains l'appelaient affectueusement le chef. Comment se comportait-il face aux difficultés politiques? Que pouvez-vous nous dire du père de la nation gabonaise? Et que lui reconnaissez-vous comme qualité? Ah oui, non. Quand il y avait des crises, des moments chauds, des moments difficiles, oui, le président Bongo avait une grande qualité, à mon sens. Je crois que c'est quelqu'un qui savait garder la tête froide en toutes circonstances, même dans les plus troublées. Je me permets de vous conter une anecdote qui est révélatrice de ce que je viens de dire. Un jour, quand ça chauffait dans les années de braise, là, les années 90, 91, 92, hein, vous savez, même si vous étiez encore peut-être jeune à l'époque, mais le Gabon était chaud à ce moment-là. Et un jour, je crois que c'est la seule fois où c'est arrivé, en tout cas le temps que j'ai passé au gouvernement, c'est la seule fois où on a tenu un conseil des ministres un dimanche. Un dimanche. On nous dit, je crois, le dimanche matin, on nous appelle pour nous dire que cet après-midi, il y aura un conseil des ministres à la présidence. Moi, j'étais Premier ministre à l'époque. Évidemment, on se pose la question, quand même, un conseil des ministres un dimanche, c'est que vraiment, bon. Et je suis arrivé à la présidence un peu avant les autres ministres, parce que comme souvent, avant les conseils des ministres, je voyais le président avant, pendant une demi-heure, pour qu'on échange un peu sur les questions qui allaient être évoquées pendant le conseil des ministres. Donc j'arrive un peu tôt, et on m'oriente vers, on nous avait dit cette fois-là d'entrer, non pas vers les bureaux de la présidence, mais d'entrer par le portail qui est côté mosquée Hassan II. Donc quand vous arrivez, il y a une grande esplanade là qui s'ouvre devant vous, et je rentre, et je trouve le président Omar Bongo assis sur cette esplanade, en train de se faire couper les ongles des doigts de pied par quelqu'un. Il était très serein, alors que je savais que le pays était en ébullition. Donc cette image m'est restée parce que malgré, j'allais dire, la chaleur de la température du pays, je le trouve tranquillement dehors. On est en train de lui couper ses ongles du pied.
Il me dit comme ça va, je dis oui, ça va, bon, assois-toi, et tout ça, et puis on commence à... Cette sérénité, dans un moment qui était un moment de grande turbulence du pays, m'a impressionné. Ben, c'était un peu ça, le président Omar Bongo. Et je crois que c'est ça. Un chef, il ne faut jamais perdre la tête. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, parce que c'est le chef qui reste le point de repère de tout le monde. Mais si lui, il panique, mais c'est foutu. Donc, c'était l'une de ses qualités, en toutes circonstances, en tant que chef, garder la tête froide. Parce que si vous ne gardez pas la tête froide, vous ne pouvez pas véritablement analyser le problème et trouver les bonnes solutions. Donc, il faut commencer d'abord par rester serein. Et puis, oui, vous l'avez dit, vous m'avez interrogé là-dessus, je pense que le président Bongo était quelqu'un de, je vous l'ai dit, attentif aux autres. Attentif aux autres, humain, mais ferme sur son pouvoir, jaloux de son pouvoir. Donc, oui, je pense que s'il se rendait compte que votre façon de travailler pouvait être d'une manière ou d'une autre une menace pour son pouvoir, il en tirait les conséquences, il vous sanctionnait, quitte même 2, 3, 4 ans après à vous reprendre. Mais en attendant, il vous aura fait une leçon en espérant que vous allez retenir cette leçon. Bon. Mais sinon, je pense que c'était quelqu'un d'humain. Tout en remerciant notre partenaire, les magasins Orca, c'est terminé pour cette émission. Constier 4 dossiers inédits, tout en vous rappelant simplement de ne pas omettre de regarder les multidiffusions. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.